Ikigai, pour les Japonais, c'est la raison d'être, la manière de trouver du sens. Moi, j'ai tendance à essayer de continuer à le faire évoluer en disant c'est à l'intersection de ce qui vous inspire, de ce qui vous met en capacité de faire, on dirait empower en anglais, et ce qui vous permet de contribuer à relever les défis qui sont les vôtres et qui sont ceux de l'ensemble de l'humanité. Matryoshka. Bonjour à tous et bienvenue sur Matryoshka. Alors, relever les défis. Autant dire que François Tadei, cette sorte d'explorateur du vivant, en fait sa mission première. Et son autre mission, c'est de nous aider, nous, à nous transformer en explorateurs pour affronter comme lui les défis et aider le monde à tourner un peu mieux. Pour cela, il a créé le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, où il réunit des cerveaux différents qui travaillent ensemble et réfléchissent ensemble sur des thèmes très variés. En fait, au départ, François Tadei est un ingénieur biologiste et il a étudié l'évolution de la bactérie, son fonctionnement, sa résistance, et il s'en est inspiré pour comprendre le vivant, comprendre comment subsister, comment s'adapter aux nouvelles donnes. J'avais travaillé sur l'évolution de la capacité à évoluer. On est tous capables d'évoluer, tous les êtres vivants sont les produits de l'évolution, mais on est tous aussi capables de faire évoluer notre capacité à évoluer. C'est-à-dire que dans un environnement qui change plus vite, tout d'un coup, il va falloir évoluer plus vite. Ça peut se faire par exemple en augmentant son taux d'erreur, ce qui n'est pas complètement intuitif, mais c'est une manière d'explorer les possibles. Ça peut se faire aussi en coopérant. Ça peut se faire en échangeant de l'information. Et donc les systèmes, les bactéries en particulier, les organismes vivants les plus simples, sont capables de faire ce genre de choses sans système hiérarchique, sans système qui a été pensé par d'autres pour elles. Donc il y a des choses de l'ordre de l'auto-organisation qui se produisent dans le vivant. Enfin, moi, je faisais ce genre de recherche, et puis le web est arrivé, et tout un tas de jeunes s'emparaient du web pour faire des choses qui étaient assez fondamentalement différentes de ce que ma génération avait pu faire jusque-là. Et donc, on s'est assez naturellement interrogé sur est-ce qu'on peut créer des environnements pour faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire facilement dans les siècles précédents. Et en quoi est-ce que les bactéries vous ont inspiré ou vous ont permis de voir les modèles différemment ? Si elles sont capables de s'auto-organiser pour faire coévoluer leur capacité à coopérer et à échanger de l'information, ça nous dit des choses. Pourquoi pas nous? L'une des différences principales entre nous, les bactéries, c'est qu'on est conscient. Cette conscience, elle me donne l'espoir qu'on soit capable de se rendre compte qu'on est sur une trajectoire qui va dans le mur et qu'on cherche à éviter le mur, voire qu'on trouve une fenêtre, une porte ou un souterrain pour passer par-dessus ou par-dessous. Mais je pense qu'on a besoin d'inventer des solutions. Ce qui me rend assez confiance, c'est que la nouvelle génération est fondamentalement motivée par ces défis et elle a envie d'explorer autre chose. Est-ce que vous avez un regard sur tout ça qui serait différent de celui que je peux avoir moi, comme si chacun de nous était une cellule d'un corps commun? Enfin, ce dont vous parlez, j'ai pas l'impression que vous le voyez que de l'intérieur, en fait. J'ai tendance à m'imaginer parfois comme si je venais d'une autre planète et que j'arrivais sur celle-ci, qu'est-ce que je verrais? Enfin, tous les organismes vivants apprennent au sens où ils sont capables quand ils sont confrontés plusieurs fois de suite au même défi, de le résoudre toujours mieux. Mais ces mécanismes d'apprentissage-là, c'est pas toujours les mêmes, et ils ont évolué beaucoup. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont la vie a évolué sur Terre et dont la vie a appris à résoudre les défis auxquels elle était confrontée, on voit bien qu'il y a eu différentes étapes. Par exemple, l'apparition du cerveau, ça a changé la manière dont le vivant résout un certain nombre de problèmes. La capacité de connecter ses cerveaux en leur faisant échanger de l'information, ça a aussi changé les choses. La capacité à écrire, ça a encore changé les choses. La capacité à développer des technologies comme les technologies de l'information et de la communication, ça apporte encore de nouvelles choses. Et je fais le pari qu'on est au milieu d'une nouvelle transition évolutive. Je pense qu'on va faire apparaître de nouvelles capacités à résoudre les problèmes. Oui, mais au-delà de comment se défendent les bactéries ou autres organismes vivants, comment est-ce que nous, on va faire pour affronter les nouveaux défis, les nouveaux enjeux? Que ce soit la planète, le vivre ensemble, l'éducation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui voient surtout les problèmes, là où François Tadei, lui, nous pousse à voir les choses autrement. Et il nous entraîne dans sa dynamique pour nous rendre tous curieux, acteurs, voire un peu chercheurs. Et cela à tout âge. Et il a d'ailleurs créé un programme de recherche, les Saventuriers, où les enfants deviennent déjà des apprentis chercheurs. Matryoshka. Si vous regardez un bébé, la manière dont il va apprendre à marcher, apprendre à parler, dont il va explorer le monde, c'est
très proche en fait de la démarche du chercheur, au sens où c'est une démarche d'exploration, c'est une démarche où on a un modèle de ce qu'est le monde, et puis on va le tester, et puis on va se rendre compte que ça ne colle pas, il va falloir corriger ses hypothèses, il va falloir apprendre de ses erreurs. Et donc les chercheurs font ce genre de choses avec des méthodes qui sont parfois un peu plus raffinées que celles des bébés, mais pas forcément fondamentalement différentes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ne pas questionner le monde dans lequel on est, c'est aller à la catastrophe, parce que le monde dans lequel on est sur une trajectoire qui n'est pas positive. Donc l'art du questionnement, la maïeutique, c'est des choses qui étaient vraies du temps de Socrate, mais qu'on peut affiner aujourd'hui en offrant aux jeunes des méthodes scientifiques et des mentors. Et donc ce qu'on fait dans les projets S'aventurier, c'est qu'il y a des chercheurs qui accompagnent le questionnement des enfants et qui ne sont pas là pour leur apporter des réponses, ils sont là pour leur apporter des méthodes qui vont permettre aux enfants de trouver leurs propres réponses. Et cette capacité-là à savoir questionner le monde, savoir gravir des épaules de géant pour ne pas avoir à réinventer la roue, mais partir de l'état de l'art pour aller plus loin, c'est des choses qui, à mon avis, sont fondamentalement nécessaires. On part des acquis, et alors apprendre à apprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en quoi vous pensez que c'est aussi la méthode pour continuer à évoluer? Si la seule chose que vous puissiez faire, c'est ce que vous avez appris entre, par exemple, 0 et 18, si le monde change autour de vous et qu'il y a une nouvelle technologie, de nouvelles méthodes ou de nouveaux problèmes à résoudre, vous n'avez que le stock de solutions précédentes à votre disposition et vous n'allez pas être capable de vous adapter à ce changement. Donc on voit bien que si on n'a pas appris à apprendre, on ne pourra pas s'adapter à des changements nouveaux. Matryoshka. Et comment on apprend à ses enfants à apprendre? C'est leur expliquer qu'on a un cerveau et que ce cerveau, il est perfectible, qu'on peut leur expliquer une partie du fonctionnement du cerveau. On peut leur expliquer par exemple que ce cerveau fonctionne d'autant mieux qu'il a suffisamment dormi, qu'il n'est pas trop énervé, qu'il n'est pas trop stressé, qu'il se nourrit correctement. Donc il y a cajoler son cerveau. Pardon? À cajoler son cerveau. Exactement. Il y a des petits exercices qu'on peut faire assez facilement. Si vous prenez un objet du quotidien, je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup, mais prenez ça, parce que c'est ce que j'ai dans la poche. Je suis désolé. Ouais, en ce moment j'ai un peu mal. Cajoler votre cerveau. Ouais, c'est un peu ça, mon dos en l'occurrence. Et vous leur montrez un objet de ce genre et vous leur demandez de le dessiner. Et si éventuellement ils sont plusieurs à avoir fait cet exercice simultanément, ils vont se rendre compte que les dessins ne sont pas tous les mêmes. Et donc quelque part, ils ont une forme de subjectivité, une difficulté à représenter le monde, et ils vont se rendre compte que s'ils prenaient l'ensemble de leurs dessins, ils auraient peut-être une description plus fidèle, ou en tout cas plus complémentaire, que chacun des points de vue particuliers, parce qu'ils n'ont pas tous vu cet objet sous le même angle. Matryoshka. Les enfants qui font ça, en moyenne, se tapent moins dessus dans la cour de récréation. C'est la remise en question. C'est la remise en question, et c'est si l'autre n'est pas d'accord avec moi, c'est pas forcément qu'il est bête ou méchant, c'est peut-être qu'il n'a pas la même histoire, le même point de vue sur ce qui vient de se passer. Est-ce que ça signifie qu'une société apprenante, c'est une société apaisée? C'est effectivement une société dans laquelle on est mieux à même de comprendre l'autre, parce qu'on est mieux à même de l'écouter et mieux à même de dialoguer avec lui, et non pas nécessairement de nier nos différences, mais de comprendre nos différences pour essayer de voir à la fois ce qui nous rassemble et éventuellement les manières de sortir par le haut de difficultés qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc on entend bien qu'il faut favoriser le dialogue, l'intelligence collective, collaborative. Il faut arriver aussi à se décrypter parfois et comprendre les langages des autres. Se décrypter soi-même, c'est pas évident déjà. Savoir quelles sont ses émotions, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, et puis comprendre les autres, c'est au moins aussi important parce qu'on est des êtres sociaux et parce qu'on est toujours pratiquement entouré d'autres. Et si on doit comprendre leurs émotions, leurs intérêts, ce qu'on peut faire pour les aider, ce qu'on peut faire ensemble qu'on ne saurait pas faire seul, on a évidemment besoin de comprendre l'autre. Donc on a besoin d'une intelligence émotionnelle et relationnelle pour comprendre tout ça. Ici, par exemple, au CRI, depuis des années, vous avez des étudiants qui viennent de différents pays dans le monde, qui ont fait certains, je ne sais pas, de la musicologie, un autre de la biologie, un troisième qui a étudié l'économie, et ils travaillent ensemble alors qu'ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même formation. Alors même s'ils ont la même émotion ou la même intelligence émotionnelle, comment est-ce qu'ils arrivent à se comprendre? Comment est-ce qu'on fait pour pousser des jeunes qui sont si différents arriver à trouver un langage commun? C'est plus facile si effectivement ils s'intéressent aux mêmes défis.
Et donc si par exemple ils s'intéressent aux défis climatiques, aux défis environnementaux ou à un défi de santé, s'ils veulent comprendre comment lutter contre la tuberculose dont la bactérie qui en est responsable est toujours plus résistante aux antibiotiques, eh bien à ce moment-là ils vont pouvoir combiner leurs talents et éventuellement devenir champion du monde de biologie synthétique au MIT, pour prendre cet exemple chez nous. Et donc il faut qu'ils trouvent quelque chose en commun, et ce quelque chose en commun, ça peut être un défi commun. Et à partir de là, les différentes disciplines sont des atouts que chacun d'entre eux maîtrise pour apporter une brique de solution. Et la question, c'est comment est-ce que ces différentes briques peuvent s'agencer pour construire quelque chose qui soit pertinent. Matrioshka. D'après vous, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Mobiliser l'intelligence collective à la bonne échelle. On ne sait pas non plus éviter la bêtise collective. Et je pense qu'on a besoin de, par exemple, prendre conscience de ce qu'on sait déjà, mais aussi de ce qu'on ne sait pas encore. Donc nous, on est en train d'essayer, au niveau du CRI, de développer ces outils numériques pour être capable de mobiliser l'intelligence collective à d'autres échelles que ce qu'on a été capable de faire localement jusqu'à maintenant. Concrètement, ça veut dire quoi? On essaie de créer un GPS de la connaissance. Et donc, pour savoir ce qu'on sait, et puis aussi l'identifier. Un GPS de la connaissance. Ouais, c'est-à-dire que le GPS dans l'espace physique vous aide à savoir où vous êtes. Et puis, il y a des cartes qui vous aident à savoir qu'il y a des routes pour aller de là où vous êtes à là où vous souhaitez aller. Si je remplace l'espace physique par l'espace des connaissances, l'intelligence artificielle, on lui a demandé de lire tout Wikipédia. Et à partir de là, on crée un espace. Vous pouvez identifier où vous êtes et où vous voulez aller et quelles sont les trajectoires qu'on peut vous recommander. Donc c'est là où si on a la carte des problèmes et qu'on a la carte des connaissances et qu'on sait commencer à les connecter l'une à l'autre, on peut partir de là où on est et aller vers la résolution de ces défis. Et oui, sans doute, si on savait quel chemin de la connaissance parcourir, on saurait peut-être un peu mieux où on va et on maîtriserait un peu mieux ce qu'on fait. Et peut-être que même ça calmerait quelques angoisses de ceux qui aujourd'hui ne voient plus du tout d'avenir, que ce soit les collapsologues ou les effondristes. D'ailleurs, comment expliquer ces mouvements? François Tadei a sa petite explication. Matrioshka. Notre psychologie n'a pas évolué pour penser des défis globaux, mais pour penser des défis personnels, forcément. Et donc, psychologiquement, quand vous vivez un deuil, par exemple, vous pouvez être dans le déni de ce deuil au départ, vous pouvez être dans la colère d'avoir été abandonné par un être cher, vous pouvez être dans une capacité à essayer de remonter la pente et puis à un moment donné être capable d'accepter et puis de continuer, etc. Si on passe de défis individuels à des défis collectifs. On transpose ce deuil. On voit un petit peu la même chose. On peut faire le deuil du monde d'hier et on peut être dans le déni, parce que le monde d'hier, il avait des avantages et donc on pouvait y être attaché. On peut être dans la colère, on peut être dans la dépression. Donc ce que vous dites, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est un peu en deuil d'un temps qui est en train d'être révolu. Exactement. Et donc, par rapport à ce deuil, entre le déni et le désespoir, il y a une ligne de crête qui est la possibilité de, individuellement et collectivement, essayer de chercher des solutions et essayer de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas forcément faire seul, mais qui sont devenues indispensables parce que, d'une manière ou d'une autre, il faut faire face. Et les plus jeunes sont parmi les plus engagés. Et ce qui est intéressant, je trouve, en ce moment, c'est que l'engagement des plus jeunes rassure une partie de ceux qui avaient conscience, mais qui se rendaient compte que ça ne suffisait pas. Typiquement, les chercheurs sont ravis qu'aujourd'hui, Greta et toute une génération manifestent au nom de la science. C'est quand même la première fois, à ma connaissance, qu'il y a autant de jeunes dans la rue au nom de la science. Donc, il se passe quelque chose de très intéressant. Et ce qui a été montré, d'ailleurs, c'est que, par exemple, quand une jeune fille discute avec un père de famille, il y a plus de chances que la conversation progresse. Je rebondis sur votre exemple de la jeune fille et du père de famille. Est-ce que c'est transposable sur ce qui se fait aujourd'hui en entreprise? C'est-à-dire on demande à des jeunes d'aider certains seniors, ce qu'ils appellent le reverse mentoring, qui en fait, puisqu'on parle ici de transmission, de la transmission inversée. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on apprend aujourd'hui des jeunes pour arriver à trouver des solutions? C'est indispensable. Enfin, moi, j'aurais jamais créé ce que j'ai créé sans avoir appris des jeunes. Et je pense que j'ai appris énormément de mes enfants, que j'ai appris énormément de mes étudiants, que j'ai appris énormément de ces mouvements de jeunesse à travers le monde. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, dans les citoyens engagés sur le climat. En ce moment, il y a une convention citoyenne sur le climat. J'ai eu l'occasion de discuter avec un de ces citoyens
qui me parlait de sa fille qui a 4 ans. Et il lui expliquait pourquoi il n'était pas là le week-end, parce qu'il devait s'occuper de cette convention. Et sa fille a commencé à marcher sur la pointe des pieds. Il lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il dit « Je ne veux pas abîmer la planète. » Donc voilà, voilà, c'est trop mignon. Mais on se rend bien compte qu'il y a dans ce geste une volonté de contribuer à sa hauteur, qui n'est pas forcément complètement adaptée à son empreinte, littéralement. Matryoshka. Est-ce que quand un enfant sent le poids du monde sur ses épaules, ça ne va pas l'aider aussi à ne pas avancer? Ça dépend comment c'est fait. On ne peut pas les faire grandir dans une bulle dans laquelle ils n'auraient pas conscience d'un certain nombre de choses parce que via le numérique, ils voient plein de choses, via les copains à l'école, via les nouvelles à la télé ou autres, ils vont voir que l'Amazonie brûle ou que l'Australie a connu des incendies, etc., etc. Et il faut leur expliquer que effectivement, c'est un problème, mais que historiquement, la manière dont les humains ont progressé, ça a été de prendre conscience des problèmes et de chercher des solutions, et qu'ils ne sont pas les seuls à être concernés par ce sujet. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui ont tous envie d'œuvrer dans le bon sens. Et donc, on peut prendre conscience de ça, et on peut en prendre conscience relativement jeune. Moi, j'ai vu des jeunes monter des projets remarquables à tous les âges. Mais comment est-ce qu'on passe de « j'ai été inspiré » à « je veux être en capacité de faire quelque chose » ou « je veux en savoir plus et je veux apprendre plus » ou « je veux contribuer ». Il y a des lieux qui sont plus où on apprend à être mis en capacité. Par exemple, les scouts, dans une certaine mesure, donnent un certain nombre de degrés de liberté à des jeunes et leur laissent expérimenter des choses. Et c'est assez étonnant parce que ça a plus d'un siècle et ça fonctionne encore très bien. Et on voit bien que plein de jeunes motivés, quand ils sont passés par ce genre de parcours, sont plus actifs que d'autres qui seraient plus passifs. Exactement. Matryoshka. Si on tire le fil de ce à quoi on doit se préparer pour résoudre un problème ou une épreuve ou un enjeu qu'on ne connaît pas encore, vous qui travaillez sur le système éducatif, comment on fait cheminer un enfant pour l'aider à se dire qu'il va se former à ce qu'il fera demain sans savoir que ça existe déjà? Aujourd'hui, dans toujours plus de familles, les enfants sont plus écoutés qu'il y a 1, 2 ou 3, 4 générations, mais dans les institutions qui ont la responsabilité de ces enfants, typiquement l'école, l'université, c'est pas forcément autant le cas qu'on pourrait le souhaiter. Et donc il y a, en particulier dans l'éducation nationale, beaucoup de verticalité, beaucoup de niveaux hiérarchiques, et assez peu d'autonomie donnée aux élèves, mais aussi assez peu d'autonomie donnée aux profs ou assez peu d'autonomie donnée aux chefs d'établissement. Et donc la capacité à empower, à mettre en capacité chacun de ces acteurs pour qu'ils effectuent les changements qui leur semblent nécessaires à leur échelle, elle manque trop souvent. En fait, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on voit que c'est possible. D'après la Fondation Lego, l'école qui prépare le mieux au XXIe siècle se trouve en Haïti. C'est-à-dire qu'elle est en Haïti et pas en Californie, au Danemark, où travaille Lego, ou en France, dans le quartier latin ou ailleurs. C'est plutôt plus inspirant parce qu'a priori, ce n'est pas l'environnement le plus favorable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette école? Ils ont acquis tout un tas de compétences, dont des métacompétences comme la créativité, la capacité à coopérer, la compassion, la capacité à communiquer. Et au passage, ils ont aussi appris des contenus scientifiques. Mais les contenus scientifiques n'étaient pas appris pour faire plaisir à l'enseignant ou pour préparer un baccalauréat et bachoter, mais pour résoudre des vrais problèmes. Donc le vrai problème, c'était par exemple les tremblements de terre. Quand on est en Haïti, c'est un vrai problème. Et on aimerait savoir, ne serait-ce que quelques secondes plus tôt, quand va arriver le prochain tremblement de terre. Et donc tout d'un coup, les jeunes se sont intéressés à des concepts de physique, d'électronique, d'informatique, des concepts scientifiques de haut niveau, parce qu'ils voulaient être capables de résoudre ce problème qui leur tient à cœur. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils commencent à 6 ans à devenir des change makers, donc capables d'effectuer des changements qui les intéressent, et ils raffinent cette capacité au fil des années, et à la fin, ils peuvent gagner les Olympiades internationales de sciences. Donc ce que j'entends, c'est qu'il faut être curieux. Oui. 2, il faut se comprendre. 3, il faut avoir une perspective, un objectif commun. Quoi d'autre? Il faut faire preuve d'humilité et donc être capable de se rendre compte que on ne sait pas tout et qu'il va falloir écouter les autres. Donc il faut des gens qui soient capables de contribuer à une forme d'intelligence collective parce qu'ils assument le fait qu'ils ne savent pas tout
mais qu'ils savent 2-3 petites choses et qu'en combinant leurs savoirs respectifs, ils vont peut-être arriver à apprendre les uns des autres et à faire des choses ensemble qu'ils ne sauraient pas faire seuls. Mais au-delà de l'intelligence collective et du partage horizontal des savoirs et des connaissances, François Tadei croit aussi en la transmission. Mais attention, pas n'importe quelle transmission, celle qui porte, celle qui accompagne, celle livrée par un mentor. Matryoshka. La notion de mentor, elle est peu développée en France, donc je la creuse un tout petit peu. Le premier mentor de l'histoire, c'était mentor avec un M majuscule, c'était le mentor de Télémaque. Et c'était en fait Athéna, déesse de la sagesse et de la science, qui s'était incarnée dans Monsieur Mentor pour aider Télémaque dans ses aventures quand il cherchait son père, Ulysse en l'occurrence. Il y a besoin C'est ça de... la transmission. Pour moi, c'est presque mieux que de la transmission par certains côtés. Ah oui, carrément. Ouais, c'est de la capacité à accompagner l'autre dans sa capacité à trouver autre chose que ce que soi-même on a trouvé. La transmission, ça serait de transmettre une solution. Là, c'est quelque part permettre l'émergence de nouvelles solutions. Donc c'est une espèce de métatransmission, si je puis dire. C'est quoi la métatransmission? La métatransmission, c'est un mot que je viens d'inventer. Oui, mais bienvenue, ça tombe bien. on est là pour parler de ça. La métatransmission, c'est potentiellement la capacité à transmettre comment transmettre. Expliquez-moi encore mieux comment je fais. Si on veut vraiment faire du nouveau, il faut faire des erreurs. Si on vous tape sur les doigts à chaque fois que vous faites une erreur, vous n'êtes pas très encouragé à explorer et donc à innover. Une des manières d'apprendre, c'est de célébrer ce qu'on a déjà appris. C'est de se retourner sur son chemin et de se dire, en fait, quels ont été les moments qui ont été des moments difficiles, quels ont été les moments qui ont été des moments importants. Et est-ce qu'on peut les identifier? À quel moment j'ai eu un déclic? À quel moment je me suis senti découragé? À quel moment j'ai surmonté ce découragement? Et comment et donc tout ça, ça contribue au méta-apprentissage, aux méta-connaissances, à apprendre et à savoir qu'on est dans une dynamique d'apprentissage, qu'on a déjà appris plein de choses. Et si on a compris qu'on a déjà appris plein de choses et comment on les a appris, eh bien, si on se dit qu'on a encore plein de choses à apprendre, on peut plus facilement tirer des leçons de son parcours jusque-là. Donc on rentre dans ces dynamiques d'apprentissage et donc on peut le faire dans des collectifs apprenants de toutes les tailles. On peut le faire à 2, on peut le faire à 10, on peut le faire au niveau d'une classe, on peut le faire au niveau d'un établissement scolaire, on peut le faire au niveau d'une entreprise, ou on peut le faire au niveau d'un territoire, d'un village, d'une ville, on peut le faire au niveau d'une société entière, on peut le faire au niveau d'une planète entière. Et on peut à chaque fois s'interroger sur est-ce qu'on a les bons outils pour apprendre les uns des autres. Faire une photographie de ça, ça permet quoi? Je pense que plus on célèbre ces apprentissages, plus on a envie d'apprendre à nouveau. Et puis il y a une autre vertu, c'est que quand on célèbre ces apprentissages, la probabilité qu'on ait appris de quelqu'un d'autre est forte. Et donc on va aussi célébrer celui ou celle qui m'a aidé à apprendre. C'est peut-être ma grand-mère, ma petite sœur, mon ami, ma prof. Et de toutes les manières, c'est des gens qui méritent qu'on souligne leur apport parce qu'ils ont été de bons mentors ou de bons transmetteurs ou en tout cas des gens qui m'ont aidé à progresser. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à mes enfants? Un mot. À vos enfants? Ouais. Les miens qui sont un peu ceux de tout le monde en réalité. Ce que je voudrais transmettre aux enfants, c'est d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance en l'avenir et d'avoir confiance dans leur capacité à imaginer d'autres possibles. Matryoshka. Une chose que je pourrais les inviter à faire, c'est à créer de nouvelles utopies. Aujourd'hui, il y a une chose qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, c'est l'imagination. Et on peut leur dire qu'il y a plus de planètes dans la galaxie que d'humains sur Terre. Ils ont la possibilité de choisir au moins une planète, voire une galaxie entière s'ils veulent, et d'essayer d'imaginer comment est-ce que sur cette planète, la vie a évolué. Et puis on peut faire un peu ce que les lettres persanes évoqueraient peut-être aux plus âgés, qui est qu'on peut faire le voyage retour. Si on libère des imaginaires, ça peut nous aider à penser d'autres futurs. Et donc je pense qu'on a besoin de leur offrir des imaginaires positifs et que la meilleure manière de leur offrir, c'est de leur proposer de les inventer. Merci beaucoup, François Tadei. Merci. Merci beaucoup, François Tadei. Et vous, qu'avez-vous pensé de tout ce qu'a partagé avec nous François Tadei? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir de plus près le Centre de recherche interdisciplinaire, le CRI, ou même les Saventuriers. Il y a plein de choses absolument passionnantes et foisonnantes. Et puis, si vous voulez continuer à cajoler votre cerveau, continuez à regarder Matryoshka, abonnez-vous, partagez. Si vous voulez que d'autres cajolent leur cerveau, partagez encore et encore. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires, nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des autres vidéos. On est très très preneurs. À très vite.
Matryoshka.